Salut tout le monde et bonne année! Je tiens à commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous une très bonne année et que 2021 soit ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux de 2020, ça serait déjà bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de réincarnation qui est absolument bouleversante. J'étais choquée lorsque j'ai fait les recherches pour cette vidéo, j'ai été absorbée par cette histoire et je n'ai toujours pas d'explication, donc je suis très contente de partager tout ça avec vous. Certains pensent même que cette histoire est la preuve que la réincarnation est possible, donc j'ai vraiment hâte de voir vous, qu'est-ce que vous allez penser. Voici l'histoire de James Linager. James Linager est né le 10 avril 1998 aux États-Unis et depuis tout petit, il a une obsession pour les avions. Bon, jusqu'à là, il n'y a rien de très bizarre, beaucoup d'enfants sont passionnés par les avions, mais sa mère nous dit que c'était plus qu'une passion, c'était une réelle obsession. Il ne voulait jouer qu'avec des jouets d'avions, il en avait absolument partout. Et plus spécifiquement des avions de guerre. La mère de James se souvient qu'un jour, ils étaient en train de regarder une photo ensemble et sa maman lui dit « Oh, regarde James, il y a une bombe sous l'avion. » Et là, James, à 2 ans, lui répond « Maman, ce n'est pas une bombe, c'est un réservoir détachable. » Je vous montre une photo de ce que c'est qu'un réservoir détachable. Donc maintenant, comment est-ce possible qu'un enfant de 2 ans déjà connaisse ce terme, mais en plus qu'il puisse faire la distinction entre ça et une bombe? La famille de James allait déménager de l'état du Texas à la Louisiane. Et avant de partir, Bruce, le père de James, décide de l'amener dans un énorme musée d'aviation qui se trouve au Texas pour faire plaisir à son fils parce qu'il se doute bien qu'ils ne peuvent pas partir du Texas sans avoir amené son fils dans un musée d'aviation étant donné qu'il est si passionné. Quand les deux arrivent dans ce musée, James, qui n'a que 2 ans, est absolument fasciné, captivé. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un musée avec un enfant de 2 ans, mais ça se passe pas toujours comme prévu. Les enfants s'impatientent très vite et c'est difficile de les garder concentrés et sages pendant une visite dans un musée. Mais avec James, c'était tout le contraire. C'était limite lui qui suppliait à son père de rester plus longtemps. Il prenait son temps, il regardait chaque avion avec soin et même qu'il ne voulait plus partir en fait. Il était resté pendant plusieurs heures dans l'exposition dédiée à la Deuxième Guerre mondiale et ne voulait plus partir. À seulement 2 ans, le petit James a des connaissances dans le domaine de l'aviation qui sont quand même très impressionnantes pour un enfant de son âge. Du coup, tous les gens de son entourage demandent à leurs parents « Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui font partie de l'armée, qui auraient peut-être pu enseigner tout ça à James ?» Mais les parents confirment que non, pas du tout. Ils n'ont aucune idée où est-ce qu'il est en train d'aller piocher toutes ces informations. Mais les choses vont vite prendre une tournure assez contrariante pour les parents de James, car ce dernier va commencer à faire des horribles cauchemars. Au début, ils sont plus ou moins espacés, mais à la fin, ça devient de plus en plus régulier jusqu'au point où quasiment une nuit sur 2, James se réveille en criant, en donnant des coups de pied, et vraiment il est terrorisé par ses cauchemars, il est traumatisé même par ses cauchemars et ses parents commencent à prendre la chose très au sérieux. La pauvre mère de James se réveille la nuit en entendant son enfant crier et un soir elle lui demande « James, mais c'est quoi ces rêves? Qu'est-ce que t'as vu mon enfant? Qu'est-ce qui se passe ?» Et James lui répond « Un avion s'écrase et prend feu, le petit homme ne peut pas sortir. » Wake him up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, "Baby, what were you dreaming about?" He'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." James va faire ce cauchemar chaque nuit. C'est le même cauchemar. À chaque fois, il parle d'un avion qui s'écrase, qui prend feu et un homme qui ne peut pas sortir. La mamie de James est la première à émettre l'hypothèse de réincarnation en disant que James pourrait être en train de se souvenir d'une vie antérieure. Et la maman de James, elle est assez ouverte au dialogue, elle essaye au moins d'être un petit peu ouverte d'esprit et d'entendre ce qu'est en train de dire la mamie. Mais par contre, Bruce est complètement sceptique, n'y croit pas une seconde. Et c'est même pas qu'il est sceptique, il est même assez en colère, il ne veut pas penser à ça, il ne veut pas croire que c'est une possibilité. Faut dire que Bruce vient d'une famille chrétienne, donc ce genre de concepts sont très éloignés par rapport à l'éducation qu'il a pu recevoir. Mais la mère de James est ouverte au dialogue et décide de commencer à parler avec son fils de façon un petit peu différente pour essayer de un peu mieux le comprendre. Et lui demande de lui raconter en détail ses rêves et de lui donner un petit peu plus d'informations. James raconte alors qu'un avion décolle depuis un bateau, mais qu'il est abattu par d'autres avions. Et lorsque sa mère lui demande « Mais qui c'est qui t'a abattu? C'est qui ces autres avions qui t'ont abattu ?» James la regarde comme si ce n'était pas évident et lui dit « Les Japonais !» Bruce said, "What happened to your plane?" He said, "It crashed on fire."
And Bruce said, why did your airplane crash? And he said, it got shot. And Bruce said, well, who shot your plane? And I'll never forget the look on his face. He went, oh, the Japanese. Ça me donne des frissons parce que déjà, j'imagine comment a dû se sentir sa mère lorsqu'elle se prend une réponse pareille, étant donné qu'on parle d'un enfant. Je répète, il a 2 ans. Comment peut-il être au courant de la Deuxième Guerre mondiale? Comment peut-il sortir les Japonais comme ça, comme si c'était une évidence? La mère lui demande alors « Et comment s'appelle le pilote ?» Et là, il répond « James ». Et Norma ne comprend pas, parce que le nom de son fils, c'est James. Du coup, elle pense qu'il n'a pas compris la question et lui demande « Non, mais le nom du pilote, pas ton nom à toi, le nom du pilote. » Et il répond encore « C'est James ». Elle va dire « Ok, d'accord, alors est-ce que tu te souviens du nom de l'avion ?» Et là, James va lui répondre « Oui, c'était un Corsair ». Corsair, qui est un réel modèle d'avion qui a bien servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Et comme si ça ne suffisait pas, sa mère va alors lui demander « Alors, est-ce que tu te souviens du nom du bateau depuis lequel l'avion a décollé ?» Et à ça, James va répondre « Oui, bien sûr, c'était le Natoma. Encore une fois, un bateau qui a réellement servi durant la Deuxième Guerre mondiale. » Le bateau s'appelait le USS Natoma Bay et était positionné dans l'océan Pacifique et c'était effectivement un porte-avions. Parmi les autres choses que James a pu faire durant son enfance qui ont éveillé la curiosité de ses parents, c'est notamment le fait qu'il faisait énormément de dessins d'avions et à chaque fois, il signait James 3. Et lorsqu'on lui demandait « Pourquoi est-ce que tu signes James 3 ?» il répondait « Parce que je suis le 3e James ». Et puis, il jouait avec des petites figurines qu'il avait nommées Walter, Billy et Léon. Et encore une fois, quand ses parents lui ont demandé « Mais ces noms, pourquoi tu choisis ces noms qui sont des noms assez réalistes ?» Les enfants d'habitude choisissent des noms un petit peu plus inventifs pour leurs petites figurines. Mais non, lui, il avait choisi bien Walter, Billy et Léon. Et ses parents lui ont demandé pourquoi, et il a répondu que c'est les 3 premiers hommes qu'il a rencontrés au paradis lorsqu'il est arrivé. Sa mère va lui demander si, au-delà de Walter, Billy et Léon, il avait d'autres amis, et il va répondre oui, il était très ami avec Jack Lawson. Pendant tout ce temps-là, Bruce, le père de James, est encore totalement sceptique et refuse de croire qu'il y a quelque chose d'un peu spirituel qui est en train de se passer, et pour lui, il y a obligatoirement une explication logique. Mais un jour, cela va changer. Il est tranquillement en train de lire un livre sur la Deuxième Guerre mondiale lorsque James s'assoit sur ses genoux et regarde une photo, se bloque et dit « Papa, c'est ici que mon avion s'est écrasé. » Donc là, il n'est plus en train d'extérioriser, il n'est plus en train de parler de rêve ou quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre, mais il utilise bien le terme « mon avion ». Et là, l'attitude de Bruce change complètement. Il est passé de sceptique à complètement perturbé, sans voix, déstabilisé en une fraction de seconde. Et là, ça devient presque sa mission de comprendre pourquoi son fils a dit ça à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Bruce va alors commencer à faire des recherches assez poussées, et va tomber sur un site qui s'appelle le Natoma Bay Association. Le Natoma, rappelez-vous, c'est le nom du bateau. Par les biais de ce site, il parvient à contacter un homme qui s'appelle Léo Payette, qui était un opérateur radio et qui pilotait un avion de chasse. Il ne lui parle pas du tout de James, ne lui raconte rien, mais en revanche, il demande tout simplement si à bord du Natoma Bay, il y avait bien des avions de modèle Corsair. À quoi Léo répond que non, pas du tout, il n'y en avait pas. En revanche, lorsqu'il demande s'il se souvient d'un homme à bord du Natoma Bay nommé Jack Larson, Léo répond « Ah oui, je me souviens de Jack, il était bien à bord du Natoma Bay ». Jack Larson, souvenez-vous, c'était le nom que James avait donné lorsque sa mère lui a demandé s'il avait d'autres amis à ce moment-là. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'y avait pas que Jack Larson. Il y avait aussi un homme nommé James Houston, dont l'avion avait bien été abattu au-dessus du Japon. James Houston avait malheureusement perdu la vie au moment du crash. En revanche, Léo n'avait aucune information sur ce qui était arrivé à Jack Larson. Quelques mois plus tard, Bruce va se rendre à une réunion de vétérans de la Natoma Bay et là, il va découvrir que Jack Larson est une personne qui a effectivement bel et bien existé, mais non seulement qu'il est encore en vie et qu'il habite dans l'état de l'Arkansas. Bruce va contacter Jack Larson qui va lui confirmer qu'il était bel et bien très proche et très bon ami avec James Houston et que le jour du crash, Jack était même à ses côtés en tant qu'allié. Voici donc la vie antérieure dont le petit James pourrait être en train de se souvenir, celle de James Houston, un pilote de l'armée américaine mort à 21 ans
alors qu'il était en mission durant la Deuxième Guerre mondiale. James Houston avait perdu la vie exactement à l'endroit que le petit James avait pointé du doigt dans le livre de son père. Un autre pilote nommé Ralph a raconté avoir été aux côtés de Jack et James ce jour-là, ce qui pourrait expliquer pourquoi le petit James signait ses dessins James 3, puisqu'ils auraient été 3 pilotes ensemble ce jour-là, du coup ça ferait de lui la 3e personne, donc James 3. Mais un détail qui ne colle toujours pas, c'est le corsaire, puisque tous les gens qui étaient à bord du Notama à cette époque confirment qu'il n'y avait pas de corsaire à bord du Notama. Le corsaire n'était pas un modèle d'avion présent. Et le petit James insiste là-dessus, il dit non, mon avion c'était un corsaire. La famille du petit James va continuer à faire des recherches et vont réussir à contacter la sœur de James Houston, une femme nommée Anne Houston. Bien évidemment, Anne est choquée lorsqu'elle apprend qu'un petit garçon pourrait être la réincarnation de son frère qui a perdu la vie en guerre, mais elle est intriguée et décide de parler avec le petit James. Et c'est là que ça devient complètement fou, puisque James va faire des choses qui sont tout simplement pas explicables. Déjà, il va appeler sa sœur Annie et non pas Anne. Et Anne est complètement choquée, bloquée, puisque son frère James était le seul à l'appeler comme ça. C'était le seul à lui avoir donné ce surnom. Mais en plus, sans que personne lui dise, James savait qu'il avait une autre sœur qui s'appelait Ruth et qui avait 4 ans de plus que Anne, et que Anne avait 4 ans de plus que James, faisant de lui le frère le plus jeune. Tout ça était 100% correct. Anne va envoyer à la famille de James une copie du portrait que leur mère avait fait peindre alors qu'ils étaient petits par un peintre. Et lorsque James reçoit son portrait, il demande tout de suite « Ah, est-ce que je peux revoir celui que maman avait fait peindre de toi ?» Et Anne, encore une fois, est sans mots car oui, la mère de James, Anne et Ruth avaient bien fait peindre des portraits de tous les enfants. Donc comment pouvait-il savoir qu'il y avait aussi d'autres portraits autres que le sien? Suite à ça, les sœurs vont envoyer à la famille de James carrément un petit paquet avec plein d'objets qui avaient appartenu à James Houston. Et la première chose qu'ils trouvent lorsqu'ils déballent ce paquet, c'est une photo de James Houston à côté d'un avion de modèle Corsair. Le Corsair était l'avion préféré de James Houston. C'était son avion, c'était là où il était le plus à l'aise, c'était l'avion qu'il savait piloter le mieux. Et voilà, c'était la dernière pièce du puzzle. C'était la raison pour laquelle le petit James insistait tellement en parlant de cet avion, le Corsair. Et suite à ça, les sœurs de James Houston ont elles-mêmes dit que selon elles, il n'y avait pas d'autre explication sinon une explication spirituelle. Lorsqu'on a posé la question à Bruce, et rappelez-vous, lui il avait été vraiment très sceptique pendant très longtemps, et lui aussi a pensé que son fils James était sûrement la réincarnation de James Houston et qu'il avait été renvoyé sur Terre car sa mission n'était pas achevée. Si vous vous souvenez des figurines dont je vous ai parlé, les figurines que James avait nommées Walter, Billy et Léon, ce sont aussi des hommes qui ont réellement existé, qui étaient à bord du Natoma, et leurs noms étaient Walter, Devlin, Billy Piller et Léon Connor. James grandit et quelques années plus tard, il est assez âgé pour se rendre à un mémorial de la Natoma Bay, où là, il va voir un homme âgé et de nulle part, il va dire « Hey, mais ça c'est Bob Greenwald !» Bob Greenwald se retourne, ne sait absolument pas c'est qui ce jeune homme qui vient de prononcer son nom, mais James se souvenait très bien de lui. Une des choses qui est assez intéressante dans cette histoire, c'est le fait que contrairement à la plupart des cas de réincarnation, James Laniger n'a jamais vraiment oublié cet épisode de sa vie. Et les parents, quelques années plus tard, ont décidé de faire un geste pour aider leur fils en pensant que ça pourrait l'aider, de se rendre sur le lieu de l'accident pour y déposer des fleurs et donner un petit peu de clôture à leur fils. Et à ce moment-là, James est complètement bouleversé, en larmes. C'est une épreuve, c'est un moment très difficile pour lui, mais voilà, c'était un petit peu une façon de boucler la boucle et de l'apporter un petit peu de clôture. James est maintenant un jeune homme et il a apparu en télévision pour donner quelques interviews. Il se souvient de cet épisode de sa vie, mais il dit que ce n'est pas du tout handicapant pour lui parce qu'il n'y pense plus, il ne fait plus de cauchemars, il vit sa vie très bien. Il dit que de temps en temps, il pensera à James Houston, mais que son identité c'est James Laniger et que ce n'est plus un handicap dans sa vie. D'ailleurs, je vous laisse remarquer un autre détail qui personnellement m'a intriguée et c'est le fait que sincèrement je trouve que les visages de James Laniger et James Houston se ressemblent. Je trouve qu'il y a quand même une certaine ressemblance. Je suis curieuse de savoir vous qu'est-ce que vous pensez. En tout cas il faut dire que
Cette histoire ne fait pas l'unanimité. Nous avons quand même une grande communauté de personnes qui n'y croient pas et qui pensent que tout ça a été inventé par la famille. Alors si je peux vous dire sincèrement, moi ce que je pense, c'est que soit c'est un énorme coup monté, mais dans ce cas-là, chapeau à eux parce que ça a été fait avec une telle précision et complexité que vraiment c'est du génie limite. Soit c'est réel puisque je pense pas qu'on peut vraiment parler de hasard étant donné qu'il y a tellement de pièces du puzzle qui collent. Contrairement à l'histoire de Cameron où là il y avait des pièces qui ne collaient pas. Donc là, le hasard ou l'imagination d'un enfant aurait pu être une explication valable, mais là, ça paraît juste trop gros. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, allez voir la vidéo que j'ai faite sur Cameron, c'est une autre histoire de réincarnation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous qu'une famille aurait réellement pu manipuler leur enfant de 2 ans pour lui faire dire toutes ces choses? Ou croyez-vous que c'est une histoire totalement vraie et peut-être la preuve que la réincarnation existe? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu ou même à vous abonner, ça m'aide beaucoup puisque j'ai vraiment envie de continuer à faire des vidéos et à faire grandir cette chaîne. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Ciao!